Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Catherine Knight et que ça s'est déroulé en Australie. Cette affaire sort un petit peu de l'ordinaire, donc j'espère que celle-ci va vous intéresser. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous pour soutenir la chaîne. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Catherine Knight. Pour cette sordide affaire, nous nous retrouvons donc en Australie, lieu où des violences impensables se sont déroulées. Catherine Marie Knight est arrivée au monde le 5 octobre 1955 à Maury, en Nouvelle-Galles du Sud, dans une famille totalement chaotique. À peine arrivée sur Terre, le monde semblait déjà contre cette pauvre petite fille. Barbara, la mère de Catherine, avait rencontré Ken Knight, le père de Catherine, par l'intermédiaire de son ancien mari. Elle avait déjà 4 enfants lorsqu'elle a commencé une relation avec Ken, et dans la ville très conservatrice dans laquelle il vivait, et notamment l'époque dans laquelle c'était, cette famille était très mal vue. Entre un divorce, une famille recomposée, et bien dans la tête des gens, ce n'était pas très joli à voir, surtout à l'époque. Alors évidemment, je pense qu'en 2022, il n'y a plus de rappel à faire pour dire que ce n'est pas grave de divorcer, d'avoir des familles recomposées, ça arrive, et encore une fois, ce n'est pas un échec, c'est juste des expériences et des choses qui ont raté, ce n'est pas grave. Ken, lui, n'était ni un bon mari, ni un bon père, et était un homme qui était vraiment barbare. Il était violent, alcoolique, qui violait Barbara plusieurs fois par jour, et battait brutalement absolument toute la famille, et souvent avec des ceintures. Barbara a d'ailleurs fréquemment discuté des détails des viols avec ses propres enfants, et leur a dit à quel point elle détestait à la fois les hommes et le sexe. Catherine aurait été agressée sexuellement par de nombreux membres de sa famille, mais pas par son père, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et évidemment, toutes ces tragédies a façonné la méfiance et le dégoût envers les hommes de Catherine tout au long de sa vie. Avec une vie familiale imprégnée de peur, d'instabilité et d'un manque de contrôle sur sa situation, Cathy est devenue une harceleuse à l'école qui intimidait plusieurs enfants, tout en prenant d'autres enfants plus jeunes sous son aile. Une fois, elle a même attaqué un camarade de classe avec un couteau, et l'enseignant qui a cessé le combat a été blessé dans l'altercation. Donc dès son plus jeune âge, on voit que Catherine commence à avoir quelques excès de violence, et vu l'endroit dans lequel elle vit, c'est horrible à dire, mais ce n'est pas spécialement étonnant. Et malheureusement, même en grandissant, elle n'a pas trouvé un entourage qui aurait pu lui montrer une meilleure voie. À l'âge de 15 ans, Cathy a abandonné l'école sans avoir appris à lire ou à écrire et a pris un travail qui ne la satisfaisait pas du tout dans un magasin de vêtements. Alors quand je dis Cathy, je parle évidemment de Catherine. Donc un an plus tard, elle a décroché ensuite le job de ses rêves, selon elle évidemment, qui était dans un abattoir et qui consistait à éliminer les organes internes des animaux. Alors question job de ses rêves, chacun voit midi à sa porte. Et donc, Cathy aimait tellement couper des animaux et travailler avec des couteaux qu'elle a accroché sa première série de couteaux qu'elle avait acheté de boucherie au-dessus de son lit. C'est une décoration comme une autre. Pour elle, c'était quelque chose d'étrangement réconfortant de pouvoir regarder tous ces couteaux avant de s'endormir. Sait-on jamais, peut-être on aurait eu tel besoin en plein milieu de la nuit. Quoi qu'il en soit, il était difficile pour la jeune femme d'avoir une vision saine des relations et notamment du sexe lorsque vous avez été agressé sexuellement à plusieurs reprises, que votre père viole votre mère et que votre mère vous dit régulièrement à quel point elle déteste tous les hommes qui sont sur Terre, et donc de vivre dans un climat vraiment d'insécurité permanent envers les hommes, mais Cathy avait tout de même un peu d'espoir et a essayé de trouver l'amour. En 1973, elle a donc rencontré un homme qui était son collègue et qui s'appelle David Kellett. Ils se sont mis en couple très rapidement et dans cette relation, très vite, Cathy dominait David à tout point de vue.
Le jeune homme, lui, se battait fréquemment dans un bar et Cathy intervenait souvent pour soutenir David, pour ne pas dire tabasser les personnes qui se trouvaient en face de son conjoint. La jeune femme ne craignait pas du tout de se battre et s'est d'ailleurs fait une réputation de femme violente à chaque fois que quelqu'un la déplaisait. Donc il suffisait que quelqu'un la regarde mal, lui parle mal ou ait une action qui la dérange, et Cathy fonçait littéralement dans le tas. En 1974, le couple s'est marié à la demande assez insistante de Cathy, et ils se sont présentés à la cérémonie à moto alors que David était totalement ivre. Le mariage de rêve en somme. Du côté de la famille de Cathy, au lieu de transmettre ses félicitations à son nouveau gendre, eh bien Barbara dira plutôt ceci à David. Tu ferais mieux de faire attention ou elle te tuera. Va dans le mauvais sens ou fais une mauvaise chose et tu es foutu. Ne pense jamais à jouer avec elle parce qu'elle va te tuer. Et Barbara a ajouté à ceci que sa fille a perdu une case quelque part. La nuit de noces, elle aussi, a été inoubliable, si ce n'est mémorable, puisque Cathy a essayé d'étrangler David cette nuit-là, parce qu'il n'a pas été en mesure d'avoir plus que 3 relations sexuelles, et qu'il s'est donc endormi. Une raison totalement pertinente pour tenter d'étrangler son mari. Le temps passe et évidemment le comportement de Cathy ne change absolument pas, elle était vindicative, jalouse et totalement violente. Et quelque part en cours de route, le couple a pris la pire décision possible, qui est d'avoir des enfants. Et non, ça ne va pas du tout adoucir la jeune Cathy, l'instinct maternel, tout ça, absolument pas, bien au contraire, elle a même une fois brûlé tous les vêtements et les chaussures de David et l'a frappé à l'arrière de la tête avec une poêle pendant une dispute. Et non, je suis désolé, mais l'excuse des hormones, ça ne passe absolument pas à partir du moment où tu tentes limite de tuer ton conjoint. Craignant pour sa vie, évidemment, David s'est enfui dans la maison d'un voisin où il s'est effondré à cause de son crâne qui était gravement fracturé. On pourrait alors croire que David ait pris la décision de fuir le foyer et de partir de cette maison, mais absolument pas, puisque Cathy a subitement décidé de se comporter comme la future mère, la meilleure des futures mamans, et a convaincu David de ne pas porter plainte et même de se remettre avec. Suite à quoi, la fille du couple, qui s'appelle Melissa Ann, est née en 1976. Peu de temps après, David a décidé qu'il en avait assez de sa femme, qu'il considérait comme folle, désolé pour les termes, mais c'est ce qu'il a dit, et il a donc quitté Cathy pour une autre femme, et forcément, eh bien, cette dernière était folle de rage. Le lendemain, Cathy a été aperçue en poussant Melissa Ann dans sa poussette dans la rue principale, balançant violemment la poussette d'un côté à l'autre, la claquant contre les murs et les clôtures, avec l'enfant à l'intérieur de cette poussette. Suite à quoi, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique et a reçu d'ailleurs un diagnostic de dépression postpartum, donc c'est une dépression que beaucoup de mères peuvent être atteintes suite à l'accouchement. Après avoir passé plusieurs semaines à l'hôpital, Cathy a été libérée et à ce moment-là, pour les psychiatres, c'était devenu très clair que le passage dans le service psychiatrique n'avait rien fait pour aider la nouvelle maman fraîchement célibataire. Juste un jour après avoir été libérée, Catherine a amené sa fille de 2 mois sur des voies ferrées et l'a placée sur la ligne de chemin de fer. Puis elle a volé une hache, s'est promenée en ville avec cette hache et a menacé plusieurs personnes qu'elle croisait par là. Les pauvres malheureux qui n'avaient rien demandé à personne. La pauvre Melissa Ann, donc sa petite fille de 2 mois, a été retrouvée heureusement et sauvée des voies ferrées par un homme connu dans la région, quelques minutes seulement avant le passage du train. Donc vraiment, cette petite fille a eu énormément de chance ce jour-là. Cathy, évidemment, a été arrêtée, renvoyée une nouvelle fois à l'hôpital, mais une fois de plus, eh bien, elle est ressortie dès le lendemain, donc ça n'a absolument rien changé. Quelques jours plus tard seulement passe lorsque Cathy décide d'attraper donc sa précieuse collection de couteaux qu'elle avait juste au-dessus de son lit et a décidé de couper une femme au visage et lui a demandé de la conduire dans le Queensland afin de retrouver son ex-conjoint David. La femme, par chance, a pu s'échapper, mais avant l'arrivée de la police, Cathy a réussi à prendre un petit garçon en otage et à le menacer une nouvelle fois avec un couteau. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a été forcée de désarmer la jeune femme et ils l'ont amenée une nouvelle fois dans un hôpital psychiatrique. Donc on voit vraiment que cette jeune femme
est en colère contre la vie, contre le monde, et surtout qu'elle a probablement des pathologies mentales qu'il faudrait soigner et pas non juste l'enfermer dans un hôpital psychiatrique 1 ou 2 journées et la relâcher. Cette femme a vraiment besoin de soins, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, eh bien, personne ne le remarque et que tout le monde s'en fiche un petit peu. La violence de la jalousie, de son envie de vengeance et la colère de Cathy a choqué les infirmières alors qu'elles écoutaient leurs patientes leur dire comment elles prévoyaient de tuer le mécanicien qui a réparé la voiture de David, ce qui a donc permis à David de la quitter, puis comment elle va ensuite tuer David et sa mère lorsqu'ils seront arrivés dans le Queensland. Donc voilà, j'imagine à quel point ça devait être difficile pour les infirmières d'entendre tous les récits venant de cette femme, de voir à quel point elle était prête à aller loin pour pouvoir tuer David, et au point de vouloir tuer le mécanicien qui a réparé la voiture de cet homme. Enfin, ce mécanicien a juste fait son boulot en soi, et il aurait pu mourir sous les coups d'une femme jalouse qui est partie un petit peu trop loin malheureusement dans son périple meurtrier. Alors évidemment, David et sa mère ont été au courant de toutes ces histoires, et après avoir appris tout ceci, eh bien, avec aussi sa nouvelle petite amie, ils ont décidé de s'enfuir dans une ville à Aberdeen. Mais subitement, encore une fois pour des raisons totalement inconnues, soit David était toujours très amoureux de Cathy, il se sentait mal pour elle, ou alors il avait peur d'elle, mais lorsqu'elle a été libérée de l'hôpital psychiatrique, David, en compagnie de sa mère, a déménagé avec Cathy à Woodbridge, une banlieue de Brisbane. Donc vraiment, sans aucune raison, cet homme qui en plus avait peur d'elle, qui avait fui la situation, qui a failli mourir par ses coups, eh bien décide de revenir vivre avec alors que quelques semaines auparavant il avait été menacé de mort. Et donc c'est ainsi qu'en mars 1980, David et Cathy ont eu un deuxième enfant ensemble qui s'appelle Natasha Marie. 4 ans plus tard, Cathy a quitté David et elle a emménagé avec ses parents, puis elle a loué une maison à Muallbrook, près de chez ses parents. Cathy a donc retrouvé ensuite un travail encore une fois dans un abattoir, mais malheureusement elle s'est blessée au dos l'année suivante, ce qui l'a rendue en situation d'invalidité. Elle a donc quitté la maison qu'elle louait, et c'est ainsi que le gouvernement lui a fourni des logements sociaux, toujours dans la ville de Aberdeen. En 1986, Cathy a rencontré sa prochaine victime. David Saunders était mineur et les deux sont tombés follement amoureux. Quelques mois plus tard, David a emménagé avec Cathy et ses 2 enfants, donc encore une fois ce sont des relations qui vont extrêmement vite, mais cependant Cathy était furieuse lorsque David a décidé de garder son appartement, même s'il vivait avec elle. Donc sûrement que malgré l'amour fou pour lequel il est tombé pour cette femme, il a quand même eu un moment de lucidité de se dire que au bout de 2 mois, vaut mieux peut-être garder mon appartement parce que on sait jamais. Après 2 mois de relation, malgré tout l'amour que 2 personnes peuvent se porter, eh bien on ne connaît pas vraiment la personne et ça se trouve au bout d'1 mois, eh bien ça sera déjà fini. Mais Cathy, elle ne l'a pas du tout vu de cette façon, bien au contraire, elle est devenue encore plus jalouse et méfiante, et donc la relation du couple a rapidement volé en éclats. Raison pour laquelle ce deuxième David avait bien eu raison de garder son appartement. Cathy, qui n'a jamais réprimé ses vraies émotions et sa nature maléfique, faut dire ce qui est, s'est une fois tellement fâchée contre David qu'elle a fendu la gorge de son chiot de 2 mois devant lui pour lui montrer de quoi elle était capable. Mais le couple est cependant resté ensemble et a même eu une petite fille la même année, c'est totalement insensé. Je vois quelqu'un qui égorge mon chien, déjà je me retiens moi-même de ne pas faire de mal à cette personne, et je fais tout pour qu'elle soit emprisonnée. Vraiment, et tu te barres de la relation, surtout tu pars, tu ne restes pas dans ce genre de relation avec quelqu'un qui vient de tuer ton animal de compagnie. Et même si ce n'est pas ton animal de compagnie, tu fuis ce genre de personne, mais non. Ce David a décidé de faire un enfant avec Cathy, comme le précédent David finalement. Ils ont donc eu une petite fille qui s'appelle Sarah, et David a acheté une maison que Cathy a également payée avec une indemnisation des travailleurs. De manière vraiment psychotique, elle a décoré la nouvelle demeure de la famille avec des peaux d'animaux, des cornes, des crânes, des pièges pour animaux qui étaient rouillés, des vestes en cuir, des vieilles bottes, des machettes, des râteaux et des fourches. Bref, tout ce qu'il y a de plus joyeux, ultra familial et cocoon, et surtout des objets qui ne sont absolument pas dangereux avec des enfants en bas âge dans une maison. Un jour de 1989, Cathy s'est une nouvelle fois disputée avec David et a riposté en le frappant au visage avec un fer à repasser,
puis en le poignardant avec une paire de ciseaux. David a pris la bonne décision qui est de déménager, mais est rapidement retourné au foyer familial pour découvrir que Cathy avait découpé tous ses vêtements en morceaux avec des ciseaux. David est une nouvelle fois reparti et les mois passent et il revient donc au domicile, juste cette fois-ci pour rendre visite à sa fille, mais Cathy avait obtenu un mandat d'éloignement contre lui pour de soi-disant violences. Je dis bien soi-disant puisque c'était plutôt l'inverse, mais Cathy a réussi à inverser les rôles et avoir une ordonnance d'éloignement contre lui. L'année suivante, en 1990, Cathy est de nouveau tombée enceinte d'un de ses collègues de travail qui est âgé de 43 ans qui s'appelle John Chillingworth. Cette fois-ci, elle a donné naissance à un garçon qui s'appelle Eric. Il semblerait que ce soit la seule et unique relation amoureuse que Cathy aurait eue qui n'incluait pas d'acte de violence. Cependant, John a tout de même quitté Cathy après 3 ans de relation lorsqu'il a découvert qu'elle avait une liaison de longue date avec un autre homme qui s'appelle John Price. Donc Cathy aimait bien avoir des conquêtes qui ont tous le même prénom, donc c'est vraiment pas facile pour raconter l'histoire puisqu'il y a 2 David, 2 John. Donc j'espère en tout cas que vous comprendrez. Et donc, suite à quoi, Cathy a décidé de partir vivre avec, cette fois-ci, John Price dès 1995. John, lui, était le père de 2 enfants plus âgés qui vivaient également avec lui, et il semblait aimer fortement Cathy. Le travail de John en tant que mineur était suffisant pour garder Cathy à l'aise financièrement, mais le confort de Cathy n'a cependant pas duré longtemps. Lorsqu'elle a demandé à John de l'épouser, celui-ci a refusé, et vous pouvez probablement deviner comment Cathy a réagi au rejet de cet homme. Au moment où John s'est entretenu avec Cathy, il était bien conscient de sa réputation de femme assez violente, autant avec des inconnus qu'avec ses proches. Peut-être qu'il pensait que leur relation à eux serait différente, ou peut-être qu'il ne s'attendait pas à un certain niveau d'abus, mais surtout, il ne s'attendait pas à ce que tomber amoureux de Cathy ait les conséquences qu'il ait eues. Lorsque celle-ci n'a pas réussi à convaincre John de l'épouser, elle lui a volé de l'argent et s'est acheté elle-même une bague de fiançailles. Lorsque John a encore une fois refusé de l'épouser, parce que c'est pas parce qu'elle s'achète une bague de fiançailles que lui va décider de l'épouser, elle a décidé une nouvelle fois de se venger. Elle savait que John avait volé auparavant des trousses de premiers soins qui étaient expirées à la poubelle de son travail, et elle l'a donc signalé. John a été licencié de son boulot après 17 ans de fervent service auprès de son entreprise. Évidemment, ça n'excuse absolument pas l'acte que John a eu puisqu'il a donné un coup de pied à Cathy sur le trottoir, mais ils se sont remis ensemble encore une fois quelques mois plus tard. Il y a eu beaucoup de disputes durant cette période et Cathy était vraiment déterminée à rendre la vie de John aussi misérable que possible. Elle a essayé de prendre le contrôle de la maison que John possédait, elle s'est battue avec les enfants de John et a même menti et a dit à ses amis et collègues que cet homme avait molesté ses filles. Lors d'une dispute particulièrement animée, Cathy a même poignardé John. Réalisant enfin le niveau de danger dans lequel il se trouvait, il a enfin déposé une ordonnance restrictive contre Cathy le 29 février 2000, mais on lui a dit que le processus pourrait prendre plusieurs semaines. Suite à quoi, le même jour, John a décidé d'avertir ses amis et ses collègues de travail que s'il ne se présentait pas sur son lieu de travail le matin, c'est parce que Cathy l'avait probablement tué. Et malheureusement, celui-ci avait vraiment de bonnes raisons de s'inquiéter en dehors de toutes les menaces que Cathy proférait. Dans la nuit du 29 février 2000, donc le même jour où John avait demandé une ordonnance de protection, Cathy est allée chez lui alors qu'il dormait. Les deux ont eu des relations sexuelles et John s'est immédiatement endormi après ça. Donc encore une fois, je ne comprends pas quelle mécanique cet homme avait dans la tête pour se dire que il a peur qu'une femme le tue, mais puisqu'elle veut bien lui faire des avances sexuelles, il décide quand même de coucher avec. Enfin, je trouve ça vraiment étrange, mais pourquoi pas. Donc John, lui, s'est rendormi après avoir fait ses affaires avec Cathy, et elle a décidé de saisir un de ses couteaux qu'il avait récemment affûté, et elle a commencé à le glisser contre John qui dormait, ce qui l'a évidemment réveillé, et là il a sauté du lit, il a couru hors de la chambre, dans une terreur inimaginable, mais Cathy, elle l'a vite rattrapé, elle l'a poignardé plus de 37 fois. Et lorsque Cathy a commencé à poignarder John, elle ne faisait que commencer ce qu'elle avait prévu depuis bien longtemps.
Elle était sur le point de devenir l'une des tueuses les plus notoires de l'histoire australienne et la femme tueuse la plus connue du pays. Katie était une femme donc assez habile pour massacrer des animaux et le corps sans vie de John était sur le point de devenir son prochain projet. Tout d'abord, elle a décidé de éplucher John de sa peau et à l'accrocher à un crochet dans le salon. Il a été dépouillé post-mortem, puis décapité et a été mis ensuite dans une casserole. Katie a même pris soin de le cuire avec des légumes. Elle a cuisiné plusieurs autres parties du corps de John, y compris ses fesses, et les a servis comme steak avec des légumes, une pomme de terre au four et de la sauce. Elle a vraiment fait ça comme si c'était un bon petit plat que tu viens manger chez mamie le dimanche. Elle prévoyait d'ailleurs de servir le repas aux enfants de John et a placé la nourriture sur 2 assiettes séparées sur la table, ainsi que des notes manuscrites et d'ailleurs même assez méchantes. Mais elle n'avait pas encore tout à fait fini ce fameux projet. Après avoir établi des cartes de place pour les enfants de John, elle a placé le reste du corps dépouillé de celui-ci sur sa chaise préférée, en croisant les jambes. Bien que Katie ait abattu et cuisiné son conjoint, elle n'a mangé aucun morceau de son corps. En sachant plus ou moins ce qu'elle encourait comme peine de prison, évidemment, je pense que quand tu commets ce genre de crime, tu es assez lucide pour te dire que si tu te fais arrêter, tu ne vas pas revoir la liberté de sitôt. Elle a tenté de se suicider en prenant des médicaments. Elle s'est allongée à côté du cadavre, sans tête et dépouillée de son amant, et s'est évanouie, mais malheureusement pour elle, sa tentative a échoué et elle n'est pas morte. Par chance, les enfants de John, eux, n'ont rien vu de tout ça car ils étaient en déplacement et ne sont rentrés que le lendemain matin, et c'est un voisin qui a remarqué que la voiture de John était toujours dans l'allée et qu'il n'était pas allé au travail. Le voisin a donc décidé de frapper à la porte pour voir si tout allait bien, mais personne n'a répondu et il a donc remarqué qu'il y avait du sang sur la poignée de la porte. Le voisin a alors immédiatement téléphoné à la police qui est arrivée sur les lieux, qui a découvert tout le massacre qu'il y a eu à l'intérieur de cette maison, et en même temps découvert Katie qui était dans les vapes et l'ont amenée donc à l'hôpital où elle s'est rétablie de sa tentative de suicide. Elle a évidemment été ensuite arrêtée et inculpée de meurtre concernant son conjoint John et elle devait être jugée en octobre 2001 mais a soudainement changé son plaidoyer en culpabilité et a donc ensuite été condamnée à la prison à perpétuité et c'est d'ailleurs la première femme australienne à recevoir la peine. Le règne de terreur de Katherine Knight était donc enfin terminé. Et aujourd'hui, elle est âgée de 60 ans, elle purge actuellement sa peine au Silverwater Women's Correctional Center, et lorsque Katie faisait l'objet d'un procès, elle a été interviewée par 3 psychiatres pour déterminer sa santé mentale. Les médecins étaient absolument tous d'accord pour dire que Katie était saine d'esprit et savait ce qu'elle faisait la nuit du meurtre de John, mais ils lui ont tout de même diagnostiqué un trouble de la personnalité limite, ce qui n'empêche en rien sa culpabilité lors donc du soir où elle a tué John. C'est donc tout pour l'affaire de Katherine Knight. Il n'y a pas grand chose sur le procès puisque il n'y avait pas grand chose à dire, surtout qu'elle a plaidé coupable dès le départ. Donc j'espère en tout cas que cette histoire vous aura intrigué. Personnellement je l'ai trouvé vraiment folle cette affaire, et encore une fois comme la plupart des dernières affaires que j'ai traitées, je trouve ça vraiment affolant de voir tous les signes, de voir tous les signaux qu'il y avait eu concernant cette femme, entre les hôpitaux psychiatriques, les médecins qui l'entouraient, ses anciens maris, son entourage, la police qui a dû l'arrêter à plusieurs reprises. À aucun moment ils se sont dit qu'elle avait besoin de soins intensifs, qu'elle avait vraiment besoin d'être prise en charge et qu'il fallait donc sûrement l'interner sur de longues durées, lui faire prendre des traitements, lui faire des diagnostics pour savoir quel trouble elle avait. Mais personne n'a rien fait, elle était mise en hôpital psychiatrique pendant 1 ou 2 journées, ils relâchent les personnes comme ça, alors que là, ça se voyait qu'elle était vraiment un danger pour la société, pour ses proches, mais rien n'a été fait et je trouve ça vraiment horrible puisque John aurait pu éviter ce massacre et ses enfants aussi. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. On ne peut pas toujours d'ailleurs répondre à tous les commentaires, j'en suis désolé, mais on met toujours un petit j'aime pour vous montrer qu'on a au moins lu vos messages. Encore merci à tous de nous suivre toutes les semaines et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.